Et donc, la parole est à Jean-Marie Journet et à Yves Gillet pour présenter finalement faire face à des pics d'activité au sein d'un service d'urgence et d'une structure hospitalière pédiatrique. Alors, vous entendez? Allô, allô? Je vous entends. Oui, mais on ne voit pas vos diapos. Qu'on partage. On va... Ce qu'on peut, dans les diapos et en guise d'introduction, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont communs avec ce qu'on vient d'entendre, d'autres qui sont très différents probablement, et que c'est le reflet des différences finalement d'un centre à l'autre, et que c'est à mon sens très difficile de donner une recette univoque. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque centre va élaborer sa façon de faire en fonction de beaucoup d'éléments, notamment ses locaux, ses possibilités, ses organisations, et ainsi de suite. C'est tout bon. Parce que... Est-ce que vous voyez l'écran là? Oui, oui, Jean-Marie, c'est tout bon. Ça devient là. Alors, dans les éléments qui n'ont pas été abordés, c'est vrai que l'un des problèmes de certains centres, dont l'hôpital mère-enfant, mais je pense que c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres structures pédiatriques, notamment dans des grandes villes, c'est que très souvent, l'hôpital du CHU était aussi un centre hospitalier général, dans le sens où c'est le seul hôpital d'une région, en l'occurrence la région lyonnaise, avec une porte d'urgence exclusivement pédiatrique, ouverte 24 heures sur 24. Et donc, même lorsqu'il y a une grosse activité pour une raison X, il faut continuer à assurer le reste. Et donc, on ne peut pas dédier forcément tout ou partie du service d'urgence, notamment, à l'activité. Alors, on a choisi de séparer un peu en deux les pics d'activité, parce qu'il y a des pics d'activité qui sont finalement assez programmés et assez prévisibles. Notamment ce dont on vient de parler, le plan hivernal. Bon, on sait que chaque hiver il fait froid et chaque hiver on a des bronchiolites, mais on a même pu affiner un peu les choses, notamment avec le suivi qui commence très tôt. Vous voyez, c'est en semaine 37 ou 38, c'est-à-dire au mois d'octobre. On commence à suivre l'activité. On a une grosse collaboration avec le laboratoire de virologie, dont sont issus les graphiques qu'on vous montre d'ailleurs. Qui nous permet de suivre l'activité des virus. Alors, ça demande de faire des prélèvements et ça demande de les faire toujours de la même façon d'une année sur l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et nous, on a fait le choix de dire que tous les enfants qui avaient une symptomatologie respiratoire et qui étaient hospitalisés, on ne prélève pas aux urgences, hein, c'est vraiment les hospitalisés. On les prélevait et on regardait ce qu'il y avait, et notamment on regardait quand est-ce que le VRS apparaissait. Et on s'est aperçu que de façon extrêmement reproductible d'une année sur l'autre, eh bien, quand on a plus de 10 VRS par semaine, 8 semaines après, à une semaine près tout au plus, on est au pic d'activité. Et donc, on a toujours ce pic. Et qu'en plus, c'est très, très reproductible d'une année à l'autre. Donc, on peut, 8 semaines, c'est quand même 2 mois. Avoir 2 mois d'avance sur un pic épidémie, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Alors, donc, c'est prévisible, sauf bien entendu cette année, où rien n'est prévisible. Ça, c'est la courbe en orange. Alors, il y a des années bizarres. Hein. En 2010-2011, on avait eu un pic décalé, mais on le savait. Hein. On avait vu que la montée avait été décalée. Donc, dès mi-novembre, on disait « Ah, attention, il va se passer quelque chose. On n'aura pas les problèmes habituels fin décembre. Ça va être décalé. » Et ça s'est confirmé. Et cette année, eh bien, on a pu dire « Oui, il y a de la bronchiolite. Oui, ça monte. » Mais le fait que ça monte moins rapidement que d'habitude nous a permis d'informer notamment la direction, de dire attention, pas de panique, ne bloquez pas tous
les lits de réanimation pédiatrique, et on a pu par exemple continuer à prendre des patients adultes Covid en réa pédiatrique, alors même qu'on avait des VRS, ce qui était totalement impossible au départ. Donc, bon, la seule chose qui est totalement prévisible, c'est qu'il y a de l'imprévu, mais quand on comprend les mécanismes, quand on comprend pourquoi ça monte, quand on comprend pourquoi ça baisse, notamment l'effet des vacances scolaires, ben ça aide pas mal quand même pour anticiper ce qui est le maître mot dans notre organisation. Donc justement, en termes d'organisation, maintenant on va vous parler de ce qu'on a mis en place. D'ailleurs, on va retrouver des points communs avec ce qui a été présenté précédemment. Donc nous, pour notre plan local hivernal, qu'on appelle PLH, donc on essaye bien sûr au maximum d'anticiper. L'anticipation passe d'abord par l'adaptation des plannings médicaux, avec là aussi une demi-garde supplémentaire, et par du recrutement paramédical, donc à hauteur de 21 équivalents temps plein d'infirmières ou de puéricultrices et 20 équivalents temps plein d'auxiliaires de puériculture. Ça, pour renforcer les effectifs soignants de l'accueil des urgences pédiatriques et aussi offrir des capacités d'accueil supplémentaires. Alors nous, en termes d'organisation, contrairement à ce qui a pu être présenté précédemment, on n'a pas fait le choix d'une unité dédiée, mais plutôt d'une répartition de lits supplémentaires un peu sur l'ensemble du pôle, à hauteur de 1 lit de réanimation supplémentaire, 4 lits d'unité de surveillance continue en plus, 12 lits de pédiatrie générale supplémentaires, et en plus la transformation de 12 lits qui d'habitude sont des hôpitaux de semaine en hôpitaux conventionnels, donc ils ne ferment plus les week-ends. La deuxième partie de notre plan local hivernal passe d'abord par la formation de tous les paramédicaux recrutés. Donc c'est vraiment un axe qu'on a travaillé assez fortement depuis plus d'une dizaine d'années, à savoir que maintenant les personnes qui sont recrutées ont 2 jours de formation théorique spécifique à la fois aux pathologies hivernales et aussi aux prises en charge pédiatriques, puisque notamment pour les infirmières qui viennent d'être diplômées, elles n'ont pas forcément, ni dans leur cursus de formation, ni dans leur cursus de stage, eu des éléments en rapport avec la pédiatrie, donc c'est important de les préparer avant de les envoyer dans les services. Et de même, elles ont en complément 5 jours d'immersion en unité de soins où elles ont de la formation par compagnonnage sur l'unité de soins dans laquelle elles vont travailler pendant le plan hivernal. Et puis la dernière partie vraiment importante de notre plan hivernal, c'est l'adaptation avec un suivi régulier donc, de l'évolution épidémique et des adaptations en conséquence. Donc dès le mois de novembre, on a des réunions hebdomadaires qui deviennent bi-hebdomadaires quand on est en période de pic. L'intérêt de cette réunion, c'est la multiplicité des intervenants, puisqu'on a la direction de pôle qui est présente, des médecins, l'encadrement paramédical. Donc, ça permet dans un premier temps de suivre l'évolution épidémique, et puis dans un deuxième temps, d'adapter au plus juste l'organisation du pôle pour répondre aux besoins. Voilà, le docteur Baqueta évoquait les fois où on envisage de mettre du surnombre, parfois on met des patients de médecine en chirurgie. Tout ça, avec cette réunion bi-hebdomadaire, ça permet de le réfléchir, de l'anticiper. Et l'avantage d'avoir la direction directement présente à ces réunions, c'est que les décisions peuvent être prises de manière immédiate. Donc systématiquement, notamment, on a une réunion le jeudi parce qu'on sait que dans les périodes les plus difficiles, c'est le week-end. Et on peut prendre des décisions dès le jeudi et valider des organisations qui nous laissent 2 jours devant nous pour réajuster les effectifs, mettre l'organisation médicale en regard. Après, on voulait vous parler, donc, puisque nous, notre intervention est sur les pics d'activité. Donc là, on était sur du prévisible. On sait que chaque année, il y a une épidémie de VRS. Par contre, on peut avoir dans le même ordre d'idée des pics d'activité, eux, imprévisibles. Donc ce qu'on appelle les situations sanitaires exceptionnelles. Dans lesquelles il faut faire face à la même problématique qu'évoquée initialement au début de notre diaporama, c'est-à-dire qu'on est le seul hôpital pédiatrique ouvert 24 heures sur 24 sur la région avec des urgences. Et donc, il faut à la fois maintenir l'activité d'urgence standard et aussi faire face à cette situation sanitaire exceptionnelle. Donc, on a 2 grands ordres d'idées sur ces pics d'activité imprévisibles. On a vraiment ce qui peut être un accident majeur avec de nombreuses victimes. Et là, dans ces cas-là, en France, on a un déclenchement de ce qu'on appelle un plan blanc. Donc, c'est un plan d'organisation des secours pour les hôpitaux qui est déclenché par la préfecture. Donc là, on est sur une grosse organisation. Il y a une réorganisation complète des urgences pédiatriques. L'activité de routine est concentrée sur un seul secteur, alors que d'habitude, elle se répartit sur 2 secteurs. Et donc, le secteur libéré devient le secteur dédié aux victimes plan blanc.
L'avantage de cette organisation plan blanc, c'est qu'elle est très réfléchie en amont, très structurée, et surtout qu'on a l'ensemble de l'hôpital qui se met en mode plan blanc à ce moment-là. Donc on peut facilement tout réorganiser. Les services acceptent dans l'urgence des patients pour lesquels il faut libérer des places, font sortir les patients les moins urgents, tout est cadré. Là où parfois on a des pics d'activité imprévisibles qui finalement sont plus complexes à gérer, c'est ce qu'on appelle les plans hôpital en tension ou les plans parfois urgence en tension parce que la problématique va se limiter au secteur des urgences. Donc on a un afflux important de patients, mais qui ne va pas être de l'ordre du plan blanc. Ça va être un accident de car, il y a quelques victimes. Ça va être une intoxication dans une école, pareil, il y a quelques victimes. Et donc là, on n'est pas dans le processus plan blanc, ça veut dire qu'on n'a pas toute l'organisation en regard derrière, et on se réadapte et on s'ajuste à chaque situation. Donc ça, la difficulté, c'est que c'est de l'adaptation, on va dire, à la minute, parce qu'on ne peut pas avoir un plan pour chaque situation. Et pour exemple, on voulait vous citer une situation qui nous était arrivée il y a quelques années, où on avait dû accueillir 50 enfants intoxiqués au monoxyde de carbone dans une école, mais qui finalement avaient une intoxication légère, donc qui arrivaient sur leurs deux pieds, avaient besoin quand même d'oxygène à haut débit. Et donc on a complètement réorganisé notre secteur d'urgence, et notamment le service d'hospitalisation des urgences UHTD, qui est normalement un service prévu pour accueillir 25 patients. Et on a accueilli dans ce service 70 patients au total, certains qui étaient déjà là, qui n'étaient pas dans le cadre de cet afflux massif de patients, mais qu'on ne pouvait pas pousser sur d'autres unités, et puis tous les patients intoxiqués. On a fait des dortoirs dans des chambres où ils sont deux d'habitude, on a mis les matelas au sol, on avait jusqu'à 6 patients. Et on a gardé comme ça l'unité avec 70 patients pendant 24 heures et des sorties progressives au fur et à mesure, toute l'organisation logistique qui allait au regard. Voilà. Donc, bon, pas plus tard que tout à l'heure, on a eu un appel, pareil, où il y a un bus qui est rentré dans un camion. Alors, il y avait 40 enfants dedans, donc on a tout préparé et il y en a un qui est venu. Bon, c'est des choses qui arrivent aussi dans ce sens-là. Voilà ce qu'on voulait vous dire par rapport au pic d'activité. Donc, on est ouvert à vos questions si vous voulez des précisions sur notre organisation. Merci Jean-Marie, merci Yves. Alors, pas une question, plutôt une précision, ou alors peut-être une précision qui va devenir une question de Pascal Haro qui nous dit la mise en place d'un bed manager a-t-elle apporté des modifications? Comment elle s'est inscrite dans l'organisation du plan local hivernal? Alors, dans l'organisation du plan local hivernal, bon, cette année a été très spécifique puisque le bed manager, c'est tout récent sur notre organisation. Ça fait un an environ qu'il est là et donc c'est tombé, il est arrivé dans la période très spécifique Covid qui nous a complètement désorganisé cette année le plan local hivernal, comme M. Gillet a pu vous le montrer sur l'une des diapos. Donc, on n'a pas pu le tester complètement et voir la plus-value du bed manager. Et d'un autre côté, c'était pas mal parce que ça leur a permis d'avoir une prise de poste progressif. Mais clairement, ça facilite quand même les choses d'avoir ce bed manager parce qu'on a des états délits à l'instant T qui sont beaucoup plus faciles à obtenir et centralisés sur une personne. La montée en charge de ces missions sont progressives avec maintenant vraiment un bed manager par qui passe tout ce qui est l'ensemble des mouvements du pôle, quels que soient les services. Donc on a une centralisation de toutes les données vers lui et de manière pratique, je pense que ça va beaucoup nous aider. Et puis aussi, dans nos cellules de crise à venir, la présence du bed manager permet effectivement d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans le pôle. Moi, j'ai une question, mais comme je connais la réponse, mais quand même pour nos collaborateurs, quid de la pédopsie dans cette période un peu particulière du plan local hivernal, puisqu'on n'a pas de pic hivernal de pédopsie, mais l'activité continue à courir. Comment vous vous organisez? Alors, la pédopsychiatrie, dans une prise en charge habituelle sur notre pôle, il y a pour la plupart des enfants qui arrivent par les urgences sur une crise d'agitation souvent, une période tampon où ils passent par notre service d'hospitalisation des urgences, l'UHCD. Ils sont revus à 24 heures par des pédopsychiatres qui évaluent s'il faut les hospitaliser en service de spécialité ou non.
Souvent en période de plan hivernal, on n'a pas les moyens de garder cette organisation parce qu'on priorise effectivement l'accueil des patients bronchiolites sur l'UHCD et donc il n'y a plus de place. Et on réaffecte les patients, alors soit par des entrées directes en pédopsychiatrie quand c'est possible et quand il y a la place, soit là on implique complètement effectivement les services de chirurgie qui souvent dans les périodes hivernales ont la capacité en termes de place à pouvoir accueillir ces patients. Derrière, ça demande une organisation précise, c'est qu'on a réfléchi en amont à quel type de patient de pédopsychiatrie on pouvait s'autoriser à mettre en chirurgie. Donc, on a cadré qu'il ne fallait pas que ce soit des patients en crise d'agitation sévère, qu'il ne fallait pas que ce soit des patients qui aient besoin d'une contention physique. Et la deuxième organisation que ça demande, c'est le suivi médical, où donc les pédopsychiatres sont très engagés et se déplacent sur l'ensemble des services où leurs patients peuvent être mis. Donc parfois, c'est sur d'autres services de médecine que l'UHCD et souvent en chirurgie pendant l'hiver. Et donc les pédopsychiatres se déplacent et voient les patients à chacun de ces endroits. Alors, juste Jean-Marie, c'est vrai que le plan local hivernal cette année a été particulier. Dans le contexte de la crise sanitaire, il me semble que il y a eu alors pas un afflux, mais une file active de patients relevant de la pédopsie plus importante que les autres années en saison hivernale. Comment vous avez géré? Alors, donc là, bon, c'est national, en tout cas en France, suite à la crise Covid, on est à plus 40% de patients de pédopsychiatrie sur l'ensemble des hôpitaux. Nous, comment on l'a géré au niveau de l'HFME? Tout d'abord, en diminuant l'activité programmée de pédopsychiatrie, donc pour augmenter les lits d'urgence qu'on pouvait offrir dans le service spécialisé. Après, ça n'est pas toujours si simple que ça parce que ça veut dire plus d'enfants qui relèvent de l'urgence sur un service qui n'est pas organisé pour ça et donc du personnel qui a plus à faire face à des crises d'agitation, à des groupes qui sont parfois plus regroupés d'enfants susceptibles de faire des crises. Donc ça a été la première organisation. La deuxième organisation, effectivement, ça a été de réfléchir avec l'ensemble des acteurs de la prise en charge de ces patients, médecins et paramédicaux, à qu'est-ce qu'on pouvait offrir pour les patients qui ne pouvaient pas être accueillis dans leur service de spécialité en pédopsychiatrie. Donc, on a réfléchi un peu ce qu'on fait en plan hivernal habituellement, c'est-à-dire la répartition entre l'UHCD et les autres services, de manière beaucoup plus organisée, beaucoup plus cadrée, et aussi en termes de nombre de patients, jusqu'où on pouvait aller pour mettre des patients de pédopsychiatrie dans des services qui ne sont pas prévus pour. Très bien, merci Jean-Marie. Les fameuses cellules de crise habituellement dédiées à la gestion des bronchiolites, etc., ont été détournées, entre guillemets. Enfin, elles ont changé un peu de fonctionnalité, c'est-à-dire que la question, c'était des cellules de crise beaucoup plus pédopsychiatriques. Comment on fait pour répartir non plus les bronchiolites, mais les patients de pédopsie, mais finalement, le mécanisme était le même et les réflexions étaient les mêmes. Alors, on va prendre une dernière question, une question de notre collaboratrice Brigitte Lanas de Bordeaux qu'on a eu précédemment, mais je crois, Jean-Marie, oui, vous avez déjà partiellement répondu. Avez-vous activé donc à la HFME cette année le plan local hivernal et si oui, pour quel type de patient? Alors, on l'avait anticipé parce qu'évidemment, quand on n'attend pas la dernière minute pour faire nos recrutements de plan local hivernal, donc l'ensemble des recrutements paramédicaux notamment étaient déjà anticipés et déjà faits quand est arrivée la crise Covid majeure. Et le constat que finalement, on n'avait pas de VRS qui arrivait aux époques habituelles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces personnels, d'abord, pour partie, certains ont été réaffectés sur les services adultes qui étaient en grande difficulté à cette époque-là. L'autre partie de spécifique à la pédiatrie, donc on a eu quand même une sorte de plan hivernal, mais en décalé. Hein. L'activité a beaucoup augmenté sur plutôt mars-avril, on va dire, et avec effectivement un autre type de patient. On a eu quand même des bronchiolites, mais qui n'étaient pas les bronchiolites typiques qu'on a sur les autres années. Et puis, effectivement, on avait l'augmentation d'activité de pédopsychiatrie. Donc, on a réaffecté, et puis après... tout ce personnel qu'on avait et qui a d'abord beaucoup aidé chez l'adulte nous a servi aussi à compenser les effets de la crise Covid, c'est-à-dire l'absentéisme du personnel soit atteint directement par la pathologie Covid, soit atteint par les conséquences, c'est-à-dire toutes les fermetures d'écoles, etc. et les gens qui étaient obligés de rester chez eux par difficulté pour les modes de garde d'enfants.
même si on avait mis en place des choses, bien sûr, au niveau de l'hôpital, mais ça ne répondait pas à tout. Donc voilà, cette année, en fait, le dispositif hivernal, comment on l'a réaffecté et réutilisé. Très bien, merci Jean-Marie, merci Yves. Je crois qu'on pourra en discuter longtemps parce que le retour d'expérience des uns fournit des idées aux autres. Mais alors Yves, tu as quelque chose encore à rajouter? Une question sur le chat qui n'est pas inintéressante, notamment pour l'année prochaine. Pensez-vous que les mesures barrières vont modifier la circulation du VRS? C'est très probable. C'est très probable parce que, d'abord parce que le Covid et le VRS, ça se transmet de la même façon. Et puis bon, ce qu'on a observé, c'est quand même une épidémie ou une absence d'épidémie très inhabituelle, même s'il y a une circulation de VRS en France, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays. Est-ce que ce sont que les mesures barrières ou d'autres éléments, fermeture des écoles, etc. Parce qu'il y a eu aussi une modification de la typologie des patients, ils étaient plus vieux. Ils avaient plutôt 6 mois que 6 semaines, on va dire. Mais ce qui est clair aussi, et ça j'en parle, c'est pour ça que j'en parle, c'est que ça a créé une espèce de dette immunitaire. Je reprends les mots de Robert Cohen, le président de la Société de pathologie infectieuse du groupe de pathologie infectieuse pédiatrique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'enfants, voire d'adultes, qui n'ont pas été exposés au VRS cette année alors que d'habitude ils le sont. Et donc il est possible, parce que ça a déjà été montré dans d'autres pays et dans d'autres situations, que l'épidémie de bronchiolite soit particulièrement sévère l'année prochaine. Alors peut-être pas trop en France, justement parce qu'on a eu cette circulation, certes à bas bruit, mais qui a été suffisamment prolongée pour créer une immunité en population. Mais dans des pays ou dans des régions qui n'ont pas eu de bronchiolite du tout cette année, ils ont intérêt à prévoir un plan hivernal costaud pour l'année prochaine parce qu'ils risquent de manger bon, pour parler vulgairement. Voilà. Donc c'est pour Merci Yves, c'est important, oui. C'est important que tu nous donnes ces précisions. Merci infiniment pour ces présentations de cet après-midi riche en expérience, en retour d'expérience. Nous nous sommes vraiment nourris de toutes vos expériences. Nous vous souhaitons une belle fin de journée. Prenez soin de vous dans cet entre-deux de crise sanitaire que nous vivons. Et puis à demain pour une prochaine belle aventure. Belle fin de journée à tous. Au revoir.